អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាព Reprise de l'audience. L'accusation a maintenant la parole pour l'interrogatoire du témoin. Le procureur, merci Monsieur le Président, bon après-midi à tous, bon après-midi Dr Hunchinley. Juste avant la pause, nous parlions d'une réunion à laquelle vous aviez assisté à l'hôpital civil à l'époque de Battambang. Vous avez décrit la nomination d'un concierge. Et vous avez dit que Kikpen, alias Mitsu, était son superviseur. Pour que votre description soit bien actée, pouvez-vous nous dire quelle était la position au sein de la hiérarchie Khmer Rouge de cette personne Mitsu? Réponse. Sous le régime Khmer Rouge, Kai Pai était le nom du camarade Su. Il était le président du secteur 4. Le procureur. Je vous remercie. Laissez-moi vous poser quelques questions sur les événements à Battambang entre le 17 avril et le 25 avril, date à laquelle vous avez dit que la ville avait été évacuée. Et je vais ainsi aussi soulever certains des faits que vous nous avez relatés. Vous avez parlé à mon collègue de la disparition des 13 membres du personnel médical militaire de l'hôpital civil de Battambang. J'aimerais ici préciser les sources de vos connaissances et j'aimerais que l'on lise un extrait de votre ouvrage que l'on retrouve à la page en Khmer 00678 768 et en anglais 00369 688. Ce que vous y écrivez est une conversation que vous avez eue avec votre mère, au cours de laquelle elle vous a dit qu'elle avait parlé avec la mère d'une de ces 13 personnes qui avaient été exécutées. Et selon ce que vous écrivez dans votre livre, cette personne était allée voir le corps de son fils. Pouvez-vous me confirmer l'exactitude de ces propos et que c'est votre mère qui vous avait relaté cet événement? Réponse. Le 21 avril 1975, à 5 heures du matin, les Khmer Rouges ont fait l'annonce suivante. Qu'il fallait rassembler les 13 membres du personnel
médicales qui ont été transportés par véhicule et qui ont ensuite été exécutés. Je ne l'oublierai jamais. Quant à ma mère, elle me l'a souvent rappelé, car elle allait régulièrement à la pagode lors des fêtes religieuses chaque semaine, et en général, elle croisait des femmes qui venaient des zones contrôlées par les Khmers rouges. Elles avaient dit que les Khmers rouges avaient forcé leurs enfants à se rejoindre à leurs forces militaires, qu'ils avaient pris leur riz et qu'ils tuaient toute personne considérée comme un traître. Et elles nous ont conseillé de quitter le pays si nous le pouvions, mais nous n'avons pas suivi leurs conseils. J'ai honte parfois, car ma mère était beaucoup plus intelligente que moi. Et j'aurais dû écouter ses conseils. Quant à cette femme qui est allée voir le corps de son fils, elle a essayé de demeurer forte. Quand elle a vu le corps de son fils, c'est du moins ce que ma mère m'a dit. Elle est allée voir le corps de son fils et a planté des bâtons d'encens et a prié pour l'âme de son fils. Puis elle est rentrée. Question. Ces 13 personnes qui travaillaient à l'hôpital militaire, les connaissiez-vous? សុទ្ធតែជាសហការីរបស់ខ្ញុំ C'étaient mes collègues, dit le témoin. Question. Vous m'excuserez si la question est évidente, mais avez-vous jamais revu l'une quelconque de ces 13 personnes après qu'elles aient disparu? Réponse. Ils ont tous été exécutés dans les rizières. C'était dans la commune de Omal, en face du département d'agriculture. J'ai rencontré quelques-unes des épouses de ceux quelques-unes de leurs épouses qui ont survécu. Certaines vivent ici et d'autres à l'étranger. Question. Pour être certain d'avoir bien compris, les 13 personnes qui ont été emmenées, d'après ce qu'on vous a dit, vous ne les avez jamais revues. N'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Ils sont disparus. Le procureur, je vous remercie. J'aimerais parler d'un autre sujet très brièvement. Vous avez décrit la disparition d'une personne du nom de Siu Heng, qui vous avez dit était membre de la famille de Nguyen Chia. Je vais citer un extrait de votre livre à l'ERN en Khmer. 00 678 758 à 59 en anglais 369682. Dans une commune près de la ville de Battambang, les Khmers rouges ont embarqué dans un camion militaire, M. Siv Heng, qui était hémiplégique chez lui, et l'ont emmené le long de la route nationale liant
reliant Battambang à Pailin. Un peu plus loin, il est écrit Siu Heng était anciennement un membre du mouvement de résistance contre les Français dans les années 40 et qui avait coopéré avec la résistance laotienne et la résistance vietnamienne. Après la conférence de Genève, Siu Heng s'est rendu à Norodom Sihanouk et a servi dans l'armée royale en tant que colonel. Nous n'avions aucun doute quant à ce qui était arrivé à Siu Heng et son fils, car les Khmers rouges avaient toujours considéré comme traîtres ceux qui avaient quitté leur poste ou la révolution. Can I ask you first, J'aimerais d'abord vous demander, comment saviez-vous que Siu Heng avait un poste de colonel dans l'armée royale avant 1975? Réponse. En tant qu'intellectuel, j'étais au courant des événements. Monsieur Siu Heng était un ancien résistant. Et après les accords de Genève, il s'est lié au prince Sihanouk et a été promu au rang de colonel. Je connaissais aussi son épouse. En fait, l'épouse de Siu Heng était la sœur Benjamin de la femme de Nuon Chea. Le procureur, nous reviendrons à la commune de Wat Ko plus tard. while we're discussing that time period of Toujours sur la période du 17 au 25 avril 1975, j'aimerais vous poser une question à propos d'un extrait de votre livre. C'est dans un chapitre qui précède l'évacuation. En Khmer 00 00678 en anglais 00369 688. Où vous y écrivez la chose suivante. Nous, les fonctionnaires, les intellectuels, étions peut-être très instruits, mais nous étions aussi stupides. Et nous avons été dupés par l'idéologie socialiste et la propagande Khmer Rouge. Nous avions espéré contribuer à la reconstruction du pays sous le leadership des nouveaux politiques que nous croyons être des intellectuels progressistes et propres. Pourrais-je vous demander de nous donner plus de détails? Pourquoi vous êtes-vous senti dupé par les Khmer Rouges à cette époque? Avant l'évacuation et peut-être aussi pendant et après l'évacuation.បាទពេលនោះ ពេលនោះខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសយុវជន Réponse. À l'époque, certains Cambodgiens, en particulier les jeunes, croyaient beaucoup en Khieu Samphan, Hu Nim et Hu Yun. Ils étaient considérés comme des gens propres. Je n'ai donc pas cru tout ce que me disait ma mère. Et plus tard, j'ai été très déçu par la suite des événements.
le procureur. Parlons maintenant de l'évacuation. Vous avez déjà décrit certains aspects de cet événement. Et j'aimerais que l'on en explore les détails. ERN en Khmer 00 678 769 et en anglais 00 369 689. Chapitre 2, Exode. Vous décrivez le matin du 25 avril les soldats Khmer rouges en uniforme noir avec des kramas, entre parenthèses écharpe cambodgienne, avec des kramas autour de la tête, tiraient dans les airs partout dans la ville. D'autres faisaient les 100 pas sur le trottoir devant les maisons et criaient dans des haut-parleurs « Sortez de la maison, sortez de la maison ». Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si c'est quelque chose dont vous avez été témoin des visous le matin du 25 avril? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre microphone soit activé. Le témoin. À Battambang, l'évacuation a eu lieu une semaine après la prise de la ville par les Khmers rouges, après qu'ils aient vaincu les soldats de Lon Nol. J'ai été témoin direct de cette évacuation. Les soldats nous ont menacés par tous les moyens à leur disposition. Nous ont menacé de nous emprisonner, nous ont tiré dans les airs et ont annoncé par des haut-parleurs que les gens devaient sortir de chez eux. L'accusation. Laissez-moi marquer une pause et vous poser la question suivante. Vous avez dit plus tôt que votre mère et d'autres personnes avaient suggéré que vous devriez craindre l'arrivée des Khmers rouges. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles étaient les rumeurs que les gens avaient entendues? Pourquoi votre mère craignait-elle l'arrivée des Khmers rouges? Réponse. À l'époque, les soldats de Lon Nol avaient subi plusieurs défaites. Certaines personnes avaient déménagé à Pailin pour pouvoir traverser la frontière vers la Thaïlande. Un autre groupe est allé à Poipet pour lui aussi aller en Thaïlande. Moi, j'ai refusé de le faire. Je voulais travailler et servir le pays avec les progressistes les gens progressistes et propres. Question. Pour en revenir maintenant aux événements dont vous avez été témoin le 25 avril, vous avez vu les soldats Khmer rouges ordonner aux gens de quitter leur maison. Ont-ils expliqué les motifs de cela? Réponse. Les raisons avaient été données 2 ou 3 jours avant. Il a été dit que les gens devaient être évacués pour qu'ils puissent faire de la production risicole dans les zones rurales. Question. Et à ce moment-là, en avril 75, y avait-il
pénurie de nourriture dans la ville de Battambang ou une pénurie de médicaments qui aurait justifié une évacuation de la population. Réponse. Nous avons tous emporté de la nourriture, du riz, du sucre et de la pâte de poisson. C'était une semaine après la prise de la ville par les Khmers rouges. C'est une semaine plus tard donc que cette évacuation a eu lieu. Le procureur, ma question n'était sans doute pas assez claire. En avril, essayez de vous souvenir de la situation dans la ville avant l'évacuation. Pouvez-vous nous dire s'il y avait pénurie de nourriture, y avait-il famine dans la ville de Battambang? Réponse. Je n'ai pas vécu de pénurie de nourriture moi-même. Question. Pendant l'évacuation, qu'est-il arrivé aux hôpitaux dans la ville de Battambang? Réponse. Pendant l'évacuation, tous les patients ont quitté l'hôpital. L'hôpital était désert. Mais il n'y avait pas non plus de personnel médical. Question. Et d'après vos observations, y a-t-il eu des exceptions? Par exemple, des exceptions pour les personnes âgées ou ceux qui étaient malades. Ces personnes ont-elles pu demeurer dans la ville compte tenu de leur état de santé? Réponse. Non. À ce moment-là, le personnel médical l'avait quitté, lui aussi. Il n'y avait donc aucune raison pour les patients de demeurer à l'hôpital. Question. Toujours sur le sujet des motifs de cette évacuation, vous avez dit que 2 jours avant l'évacuation de la ville, le 25 avril, avant cette évacuation donc des résidents pour les envoyer dans les zones rurales pour faire de la production agricole, les soldats qui vous ont ordonné de quitter la ville vous ont-ils expliqué les raisons de cette évacuation? Réponse. Nous avons entendu par d'autres personnes avant l'évacuation que nous devions aller dans les rizières pour y faire de l'agriculture. Question. Dois-je comprendre donc que les soldats ne vous ont pas expliqué le 25 avril pourquoi vous deviez quitter la ville? Le
le Président. Monsieur le témoin, veuillez répondre, mais ne répondre qu'après l'activation de votre microphone. Le témoin. Non, pendant l'évacuation, ils n'ont pas fait d'annonce particulière. Tout ce que nous avons entendu, c'était qu'ils avaient des cris, une voix menaçante et des tirs de coups de feu. Do you recall what the population? Question. Pouvez-vous nous dire quelle était la population de Battambang en 1975? Combien de personnes vivaient dans la ville en avril 1975? Réponse. À dire vrai, je n'en ai aucune idée. L'accusation. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre transfert au village de Damrey Slop. Un événement dont vous parlez dans votre livre, notamment au chapitre 3. J'aimerais que vous nous expliquiez cette nouvelle structure que vous décrivez, que l'on retrouve à l'ERN Khmer 00, c'est 678, 774, et en anglais 00, 369, 693. Vous y expliquez que vous viviez dans le village de Damrey Slap, à la commune de Preknorin, district de Down Teo, ou district 43, zone nord-ouest. Région 4. Pouvez-vous décrire à la Cour la nouvelle structure hiérarchique que vous avez observée aux différents niveaux de districts, de communes, etc. Réponse. J'ai déjà rédigé dans le livre que la structure Khmer Rouge était divisée en communes, premier et deuxième chef de commune, mais il n'y avait pas encore de bureau. Ils ont utilisé les maisons des villageois pour en faire un bureau de commune et bureau de village. Au niveau du district, en fait, c'était loin de là où j'étais et je ne l'ai jamais vu. Il n'y avait pas de niveau provincial. Après le district, c'était le secteur suivi de la zone. Et donc, sous les Khmer rouges, on ne parlait pas de province. Au niveau du district, il y avait un numéro pour désigner le district. Donc, par exemple, le district de Down Teo, c'était le district 43. Et la zone était la zone nord-ouest. Question. Pour décrire un peu les structures hiérarchiques ou administratives, toujours à cette même page de votre ouvrage, vous avez décrit la création de groupes que vous décrivez comme étant des gardes de sécurité ou des espions sous le terme de schlop. Pouvez-vous dire et expliquer quel était le rôle de ces groupes? នេះគឺ Réponse.
le chef de village disposait aussi de miliciens. Cette milice, ou Schlop, était recrutée parmi les paysans les plus pauvres, qui étaient les plus déterminés, les plus courageux, ceux à qui on pouvait demander de tuer quelqu'un et qui n'hésiteraient pas. Et puis, il y avait également des miliciens clandestins, des adolescents, par exemple, à qui on demandait d'occuper ces postes. Alors, la nuit, ils se dissimulaient sous nos lits pour nous espionner. Again, on that, Pour revenir, question à cette même page. Vous avez décrit le comité de village, vous nous donnez les noms de certaines personnes faisant partie de ce comité. Je voudrais préciser un point. Vous nous dites que chaque chef de village avait un chef. Pardon, excusez-moi, je recommence. Chaque comité du village était doté d'un chef qui était Khmer Rouge et 2 adjoints sélectionnés parmi les villageois qui étaient de l'ancien peuple ou du peuple de base. Est-ce que ceci est une description exacte de ce que vous avez constaté à l'époque, c'est-à-dire que les membres du comité de village appartenaient au peuple ancien, au peuple de base? Réponse, oui, c'est le cas. Ceci m'amène question à un sujet que vous abordez également dans cette partie de l'ouvrage. Il s'agit des nouvelles classifications que vous décrivez. Et vous parlez de la répartition des personnes entre ceux du 17 avril et le peuple ancien ou de base. Puis-je vous demander si, ou plutôt quel était l'objet d'une telle distinction entre les deux groupes? Réponse. À mon avis, cette classification visait à effectuer une discrimination de la part des Khmer Rouges, pas de la part du peuple cambodgien en général. Et même dans le village, les gens étaient classifiés entre paysans pauvres, paysans très pauvres et paysans les plus pauvres. Et le peuple nouveau était placé dans la catégorie du peuple nouveau et dans une autre catégorie. Pour ces catégories de personnes, c'était les personnes que les Khmer Rouges n'aimaient pas, et en particulier ceux qui avaient le teint clair, car les Khmer Rouges pensaient que ces personnes étaient des personnes qui n'avaient jamais dû s'exposer au soleil. Question. Docteur Hoonley, je voudrais vous poser quelques questions concernant les nouvelles règles, les nouvelles politiques que vous avez observées, que vous nous décrivez dans votre ouvrage. Avant de commencer, je voudrais dire ce qui suit. Nous n'allons pas parler des conditions de vie dans les coopératives, car ce procès se concentre fondamentalement sur les structures hiérarchiques, les mouvements. Donc, je ne vais pas vous parler des coopératives de manière approfondie. Je voudrais vous poser quelques questions en ce qui concerne les nouvelles règles qui s'appliquaient, que vous avez décrites dans
votre ouvrage que vous pourriez peut-être développer. Donc ceci se trouve à la cote Khmer 00-678-37 et à la cote en anglais 00-369-695. Il s'agit d'un passage relativement long, mais j'aimerais que l'on revienne sur certains points que vous avez abordés, les gens qui se forçaient à porter des vêtements usagés, que ceux qui n'avaient que des vêtements neufs essayaient d'en faire des vieux en les salissant, et les bottes et les chaussures sandales avaient été jetées, certaines personnes marchaient pieds nus, et vous ajoutez, personne n'osait porter des lunettes afin d'éviter d'être pris pour des intellectuels. S'agit-il là d'un résumé exact ou fidèle de votre description de la manière dont la situation se développait après l'évacuation? Le président, un instant, s'il vous plaît. Attendez, monsieur le témoin. Allez-y. C'est exact, maître. Les gens qui n'avaient plus de vieux vêtements trempaient leurs vêtements dans la boue et les séchaient au soleil afin qu'ils vieillissent rapidement. Ceux qui portaient des chaussures neuves, ceux qui avaient des chaussures neuves ne voulaient pas les mettre, n'osaient pas. Les femmes ne portaient pas de maquillage non plus. Question. Selon votre compréhension des choses, quelle était la raison qui guidait la mise en place de ces règles? Réponse. Ma compréhension est que tout ce que les Khmer Rouges avaient fait était finalement très négatif. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour détruire le pays, pour vider le pays de son peuple. Ceci allait à l'encontre de tout ce à quoi je m'étais attendu. Question. Pourquoi est-ce que les gens cachaient ou ne portaient pas leurs lunettes pour éviter d'être remarqués comme étant des intellectuels? Je vais reformuler ma question. Pourquoi est-ce que les personnes cachaient ou cherchaient à cacher ou désiraient cacher leur passé d'intellectuel sur la base de ce que vous avez entendu ou vu? Réponse. Les Khmer Rouges n'aimaient pas les gens instruits. Ça, c'est le premier point. Et ceux qui portaient des lunettes ne pouvaient être que des intellectuels. Et ceux-là, les Khmer Rouges ne les aimaient pas beaucoup. Il faisait référence aux intellectuels en utilisant un terme qui leur était propre. Il se moquait des intellectuels, disant qu'il s'agissait de gens de peu d'intelligence, paradoxalement. Et les gens n'osaient pas porter leurs lunettes. Moi-même, j'ai dû laisser de côté mes lunettes. Une ou deux questions encore concernant les nouvelles règles que vous avez vu mettre en place.
À l'heure Khmer 00678 779 et anglais 00369 696. Vous décrivez le recueil des biographies et vous nous dites que trois jours après la nouvelle installation, les Khmers rouges ont commencé à enregistrer toutes les personnes vivant dans chaque maison. Ceci avait été appelé le recueil des biographies, entre guillemets, et ils inscrivaient le nom, le sexe, l'âge et la profession de chaque personne. Ils avaient dit aux gens d'être honnêtes avec l'encart, de ne pas mentir, de ne dire que la vérité à l'encart. Encore une fois, sur la base de vos observations, compreniez-vous le but du recueil de ces biographies? Le président, Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense de l'UNCHER, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai hésité à intervenir plus tôt, mais il y a toute une série de questions à présent où on demande aux témoins d'émettre des hypothèses pour interpréter l'objet sous-tendant la prise de certaines mesures. Il ne peut avoir d'autres connaissances que ce dont il a fait lui-même l'expérience. Demander à un témoin la raison pour laquelle on a séparé le peuple de base du peuple nouveau, lui demander d'échafauder des hypothèses pour expliquer le fait que les gens cachaient leurs lunettes, tout ceci est fort intéressant, mais malgré tout, ceci ne touche pas à ce qu'il le sait par expérience. Et ce qu'il faut demander aux témoins, la manière dont il a vécu ses politiques, on ne doit pas lui demander quelle était l'intention qui sous-tendait ces décisions politiques. Le président, Maître Amdam, vous pouvez prendre la parole. Maître Alendam, j'appuie l'observation faite par le Conseil de la Défense de M. Nuncha. J'aimerais rappeler à la Chambre et au Président que le 21 mai 2012, la Chambre a émis une décision stipulant que seuls les experts pouvaient être appelés à spéculer. Les témoins n'ont pas le droit de le faire. C'était ma seule observation, Monsieur le Président. L'accusation, j'aimerais répondre, Monsieur le Président, si vous le permettez. En premier lieu, je ne demande pas du tout aux témoins de procéder à des spéculations. Je demande simplement au docteur de décrire des événements dont il a été le témoin lui-même. Il est parfaitement approprié de lui demander ce qu'il a compris et j'ai été très prudent dans la formulation de mes questions. Je ne lui ai pas demandé de donner son avis comme pourrait le faire un expert sur des questions de politique générale. Je lui ai simplement demandé de témoigner sur des faits qu'il a vécus et ce qu'il comprenait de ces faits. Alors on pourrait toujours dire qu'une des distinctions que l'on peut faire entre un être humain et un robot, c'est qu'un être humain a la capacité d'observer, de comprendre et de commenter l'information qu'il absorbe. Et mon éminent collègue vous invite à limiter le témoignage des témoins à un discours robotisé portant sur des mots qui ont été prononcés en sa présence ou ce sur quoi ses yeux ont pu porter, comme si un être humain ne pouvait pas interpréter ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc je demande à la Chambre de rejeter cette objection. Les questions que je pose sont fondées sur l'expérience du témoin. Il devrait avoir la permission d'y répondre. Le président, Maître Alendam, vous
n'avez pas la parole pour répondre à ce qu'a dit le coprocureur. La règle est précise et claire. Vous n'avez pas accès à la réfutation. Le président, la Chambre décide que l'objection présentée par la défense concernant la méthode d'interrogation de l'accusation appliquée à ce témoin doit être rejetée. La question ou les questions ont une pertinence quant à l'expérience qu'a eu le témoin de son vécu du régime. Et je vous rappelle, maître, que vous avez peut-être mal compris la décision de la Chambre. C'est que les experts ne peuvent pas spéculer devant cette Chambre. Personne comparaissant devant la Chambre n'est autorisé à procéder à des spéculations. Ce prétoire n'est pas un lieu où l'on peut spéculer. Les témoins ont le droit de tirer leurs propres conclusions, mais ils n'ont pas le droit de dresser des hypothèses. Monsieur le coprocureur, je vous en prie. Le coprocureur, je reformule ma question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour en revenir à la question des biographies, à qui avez-vous remis votre biographie? Réponse. Permettez-moi de répondre à cette question. Alors, réponse qui ne sera pas basée sur une spéculation quelconque, largement fondée sur l'expérience. J'ai vécu pendant près de 4 ans en présence du régime Khmer Rouge, et je puis donc vous en parler. Les biographies ont été recueillies lorsque les Khmer Rouge ont désiré sélectionner un dirigeant du groupe qui allait recueillir les biographies de tout le monde dans chaque village avec le nom, la profession, l'âge, qui étaient certains des éléments clés qui devaient figurer dans chaque biographie. En ce qui me concerne, je n'ai pas dit que j'avais été un médecin militaire. J'ai simplement dit que j'avais été un médecin à l'hôpital provincial de Battambang, parce que à Battambang, tout le monde m'avait connu comme médecin civil plus que comme médecin militaire. J'avais pratiqué comme médecin civil pendant longtemps avant d'être appelé et de devenir médecin militaire. Savez-vous ce que les Khmer Rouges ont fait de ces biographies sur la base de vos observations et de votre expérience? Encore une fois. Réponse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas où ces biographies ont pu être envoyées pour analyse.
Alors, je vais revenir à une question antérieure. À qui est-ce que vous et votre famille avez remis vos biographies? Réponse. Nous les avons remises au chef de groupe qui est venu les recueillir. Une fois qu'elles avaient été remplies, on les a remises. L'accusation, je vous remercie. J'aimerais à présent que l'on se porte sur une réunion à laquelle vous avez participé, qui a lieu en 1975, à la pagode d'Engukia. Je m'excuse si je prononce mal le nom de la pagode. Cela figure dans votre livre, à l'ERN Khmer 00 678, 778 et 79, et en anglais 00, le président. Monsieur le coprocureur, pouvez-vous répéter le RN et le lire moins rapidement afin qu'on puisse prendre note? Excusez-moi, Monsieur le Président. ERN Khmer 00 678 778 et 79. Anglais 00 369 696. Dans cet extrait, Dr. Chun-Li, vous parlez d'une réunion début mai 1975 au cours de laquelle un long discours fut prononcé par Kekben alias Mitsu, individu dont on a parlé tout à l'heure, qui était le secrétaire de la région 4, le responsable de la région 4. L'une des choses que vous nous rapportez de son discours porte sur l'armée révolutionnaire et dit ce qui suit. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du Cambodge, sous la direction de Lankar, clairvoyant, l'armée révolutionnaire cambodgienne issue de la classe paysanne pure a détruit les capitalistes et les féodaux et a libéré le peuple cambodgien du joug des impérialistes américains. Et puis un peu plus loin, vous dites, en rapport à un plan de Lankar, ce plan exige que nous nous changions tous totalement corps et âme pour redevenir des paysans, faisant des sacrifices matériels au niveau de ce qui nous appartient et au niveau mental. Pouvez-vous nous dire, dans votre expérience, si cette dernière instruction a été mise en œuvre et en quoi a consisté ce sacrifice de la propriété privée en biens et mentale? Réponse. Pendant cette réunion à la pagode de Bankni, le camarade Su a dit que Lankar avait le projet de convertir le pays en un échiquier. Un échiquier qui permettait de constater, si on prenait de l'altitude, que chaque rizière constituait une case de cet échiquier. Il a dit ensuite que nous devions faire sacrifice de nos droits de propriété individuelle. Mais en même temps, Su a dit que Lankar n'avait pas besoin de gaspiller 7 ans
pour assurer la formation des médecins. L'ANCAR pouvait former des médecins en une semaine, ce qui est une aberration, et que tous les médecins qui avaient suivi une formation de 7 jours, se présenteraient pour travailler dans le pays tout entier. Voilà ce que a dit le camarade Su pendant cette réunion. En matière de mise en œuvre, vous savez déjà que toute forme de droit à la propriété avait été abandonnée. Mais les personnes ne se sont pas laissées faire passivement. Nous sommes des êtres humains. On ne pouvait pas fonctionner en éliminant totalement l'ensemble de ces droits. Et donc, il était également impossible de transformer toutes les rizières du pays en ce vaste échiquier de parcelles carrées. Alors, je ne voyais vraiment pas ça s'appliquer dans l'ensemble du pays. Encore une fois, il était impossible qu'on puisse former des médecins en une semaine parce que les anciens médecins avaient été exécutés. Mais c'est le camarade Su qui nous a expliqué tout ça dans la réunion quand il a dit qu'on n'avait pas besoin de ces temps de formation pour former un médecin, qu'il suffisait d'une semaine pour le faire. Et ça, c'est la politique qui a été mise en œuvre par les Khmers rouges et qui leur a permis d'exécuter les citoyens cambodgiens. Maître Sonarun, Monsieur le Président, le témoin ne devrait pas tirer des conclusions personnelles. Le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, nous vous donnons pour instruction de limiter votre réponse à ce qui vous a été demandé dans la question et n'ajoutez pas de conclusions qui vous seraient propres lorsque vous témoignez. Essayez d'écouter attentivement la question et de la comprendre et limitez votre réponse précisément à la question qui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Président, dit le co-procureur. Dr. Chun-Li, il faudrait que vous répondiez de manière concise, si vous le pouvez, parce que nous avons pas mal de terrain à couvrir cet après-midi. Donc, le prochain événement dont j'aimerais qu'on parle brièvement, c'est celui de votre transfert à l'hôpital de Preklum. Cet événement, si je ne me trompe, et d'après votre ouvrage, s'est produit en 1975. Alors j'aimerais vous demander, en premier lieu et brièvement, à l'ERN Khmer 00678 782, ERN anglais 00369 699, vous abordez le fait que vous avez reçu une lettre portant le nom de Mitsu avec le cachet secrétariat régional du comité vous ordonnant d'aller travailler à l'hôpital. Est-ce exact, Dr. Chun-Li? Vous avez reçu une lettre de Mitsu et vous ordonnant de vous présenter à l'hôpital de Preklo. Réponse. À ce moment-là, je travaillais dans les rizières où j'ai labouré, j'ai fait ça pendant un mois. Puis j'ai reçu une lettre du camarade Su
m'invitant à travailler à l'hôpital de Preclou. En fait, il s'agissait d'un ancien collège qui avait été transformé en hôpital. Bien, nous n'allons pas passer trop de temps sur cet hôpital. L'objet de ma question, encore une fois, est simplement de vérifier la structure hiérarchique et les aspects de politique applicable. Puis-je vous demander en premier lieu qui était le chef de cet hôpital après Clou? នៅមន្ទីរពេទ្យព្រៃលួងប្រធានគឺ Réponse. À l'hôpital de Preclon, la présidente, c'était une femme, elle était âgée de 25 ans environ, mais je ne me souviens pas de son nom. Question. Était-elle médecin? Réponse. Bon, je ne connaissais pas ses antécédents, je ne saurais vous dire. L'accusation. Merci. Selon votre ouvrage, vous n'êtes resté à cet hôpital que jusqu'en juillet 1975. Pendant la période, toujours selon votre livre, vous êtes allé à Montmorency avec un groupe artistique. Et j'aimerais une précision, car vous avez dit à mon confrère plus tôt que vous aviez parlé avec quelqu'un qui avait conduit un des autobus qui avait servi à transporter des officiers et des fonctionnaires du gouvernement de London. Vous faites référence à cet homme dans un passage de votre livre, à l'ERN 00678 en khmer et en anglais, 00 369 600 705. Et vous parlez d'un certain Chan de l'école des beaux-arts de Phnom Penh. Est-ce la personne dont vous aviez parlé, qui avait été le chauffeur d'un des autobus qui avait transporté les officiers et fonctionnaires du régime de Lon Nol à leur lieu d'exécution? ការនោះខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រែកលួង Réponse. À l'époque où je travaillais à l'hôpital de Prelong, un beau jour, alors que on m'a donné à moi et d'autres membres du personnel l'ordre d'aller à Mangrosei pour suivre le groupe artistique dont le chef était le fils du camarade Su, ou l'enfant du camarade Su. C'était au village de Che, à Mangrosei. Quant à se dénommer Chan, c'était un ancien enseignant des beaux-arts. Il habitait à Battambang auparavant. Et cette personne faisait partie du groupe artistique. Notre véhicule s'est arrêté à la pagode de Chrei. Chan, le professeur d'art, et moi-même avons marché jusqu'à Mangrosei ensemble.
nous avons croisé un chauffeur qui était assis sur un caillou, enfin un rocher, et l'on pouvait sentir l'odeur des corps en pourriture. Et il a vu comment nous nous sentions. Il a dit qu'il y avait des cadavres tout autour qui avaient été mal enterrés. Il a continué à dire qu'il était un des chauffeurs qui avait conduit les officiers et les fonctionnaires à être tués à la montagne. Le procureur, merci d'avoir confirmé cela. Bon, vous décrivez un événement dont vous avez été témoin en juin 75 à l'ERNA Khmer 00 678 793 et en anglais 00 369 707. Vous y écrivez que depuis juin 75, le niveau de la rivière augmentait et l'on pouvait voir le long de la rivière des matelas, des oreillers, des cadavres gonflés qui flottaient sur le ventre. Et vous dites que les cadavres qui descendaient, enfin qui flottaient dans la rivière montraient que les Khmers rouges avaient commencé à tuer des gens. Et je voulais savoir si vous avez vous-même vu ces cadavres flottant dans la rivière. បាទនៅខែ6/75 នេះគឺអ្នកស្រុកទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកស្រុកឃើញ Réponse. En juin 75, moi-même et d'autres avons été témoins de cela. Nous avons vu dans la rivière donc des matelas, des oreillers et des cadavres d'hommes et de femmes gonflés. Ce n'était pas du bétail, mais bien des humains. Et ces cadavres flottaient en direction du lac Tonle Sap. Personne n'a osé poser la question de ce qui s'était passé, pourquoi il y avait des cadavres dans la rivière. À l'époque, chacun s'occupait de ses affaires, mais nous étions très préoccupés. Le procureur, merci. Je demande maintenant que l'on parle de l'hôpital suivant auquel vous avez travaillé. L'ancien hôpital militaire de Battambang. Autrement dit, l'hôpital où vous aviez travaillé avant avril 75. Et dans votre ouvrage, à la fin du chapitre 4, vous dites que on vous a envoyé à cet hôpital et que c'est Met Hun qui vous avait envoyé là-bas. Et que Met Hun était membre du comité du secteur 3. The management of the hospital itself, if you... Pouvez-vous décrire qui s'occupait de l'hôpital? Qui avait la supervision de cet hôpital quand vous y êtes arrivé? បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Réponse. Oui, après avoir travaillé pendant 2 mois à l'hôpital de Prey Long, j'ai reçu une lettre signée du camarade Hun me demandant d'aller travailler à l'hôpital militaire. Qui était connu sous le nom de code P2. Et le camarade Hun, qui m'a demandé de le faire, était
était un parent de la belle famille de Mulsambat. L'interprète n'a pas saisi les autres alias. I may have missed your response, your last part of your response. Le procureur, je n'ai pas bien compris la dernière partie de votre réponse. Pouvez-vous nous répéter le nom du directeur de l'hôpital P2? La réponse. L'hôpital P2 avait un président et 2 vice-présidents. Cet hôpital P2 était un hôpital militaire. L'hôpital civil, lui, était connu sous le nom de code P1, mais la structure était la même. Il y avait un président et 2 adjoints. Ces 2 hôpitaux étaient sous la supervision du camarade Hun, qui lui était le chef adjoint du comité du secteur 3 et était le jeune beau-frère le président. Merci, monsieur le procureur. Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 15 heures. Chez l'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats.